Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey, puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais bien hâte de faire. Pour être honnête avec vous, ça faisait longtemps que c'était sur ma liste d'idées de vidéos à faire un jour, donc ce jour est enfin venu. En fait, je vais m'entretenir avec Alexia, qui est une enseignante au primaire comme moi, mais qui vient de France. Ça fait quelques mois qu'elle est arrivée ici au Québec pour vivre l'expérience d'enseigner dans une école primaire ici au Québec, je pense à Montréal, elle pourra préciser. Comme c'est le métier que j'exerce moi aussi, j'ai bien hâte d'en apprendre plus, de discuter avec elle, de savoir les différences entre l'école, l'enseignement en France versus au Québec. On me pose parfois des questions à propos de ce sujet-là, puis honnêtement, je sais pas tant que ça parce que moi je connais la réalité ici, chez moi, mais j'ai jamais enseigné en France, donc c'est difficile de comparer quand on connaît juste une des deux réalités. Par contre, Alexia, elle a vécu les deux. Je mentionne au passage que je l'ai rencontrée sur Instagram, rencontrée virtuellement, on s'entend, il y a toujours une pandémie, donc vous vous doutez bien que cette vidéo aura lieu à distance sur Zoom. Bref, je suis tombée sur son compte sur Instagram, je vais le mettre à l'écran si vous voulez aller la suivre. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire en intro, sans plus attendre, c'est parti! Je pense que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement, dire ton parcours, ça fait combien de temps que tu enseignes et tout ça, ça fait combien de temps que tu es au Québec aussi pour enseigner? Du coup, moi je m'appelle Alexia, donc je suis une enseignante française, donc j'ai été formée en France et j'ai passé le concours en France, puisque on en parlera après, mais en France on passe un concours pour être enseignant. Moi ça faisait 4 ans que j'enseignais en France. Et j'ai eu envie de découvrir un petit peu l'enseignement au Québec et puis aussi de découvrir une nouvelle vie aussi personnelle. Là, je suis là depuis le mois d'août. Donc, j'ai commencé là à la rentrée en fait de l'année scolaire 2020-2021. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire une question qui m'a été souvent posée, sans tomber dans le cliché. C'est peut-être faux, mais je pense que les Québécois, l'image qu'on se fait de l'enseignement de l'école en France, c'est que c'est plus strict, plus sévère, que c'est pas tout à fait les mêmes mentalités. Déjà, nous, on entend dire que les enfants doivent appeler leur enseignante maître ou maîtresse. Déjà, ça, pour nous, ça fait un peu plus froid, ça marque une certaine distance, ce qu'on fait plus au Québec. Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que cette impression-là est fausse, vraie? Alors, en fait, je pense que c'est sûr que moi, je me suis dit un petit peu le contraire quand je suis arrivée ici. Je me disais, mais ils sont en fait super à la cool avec les enfants, une vraie relation. Je voyais souvent dans les t-shirts, là, une classe, une famille. Je trouve que c'est vraiment ça qui représente l'enseignement au Québec. C'est vraiment ça, une classe, une famille. Moi, j'étais très étonnée la première fois que les élèves m'ont demandé Alexia, est-ce que tu nous aimes? Parce que c'est une question... pour eux qui leur paraissait normal, peut-être qu'ils posent chaque année à leurs enseignants. Et moi, c'est une question qu'aucun élève ne m'a jamais posée en fait en France. Parce que en fait, il y a comme une distance. Alors, moi, j'ai toujours eu une très très belle relation avec mes élèves, donc en fait, j'en ai rien à faire qu'ils m'appellent maîtresse. Moi, ça a toujours été Alexia, on se tutoie. S'il y a du respect, il n'y a pas de mot à mettre sur maîtresse. Même quand j'ai eu des élèves de CM2, donc de 5e année, ils m'ont toujours tutoyé tant qu'il y avait du respect. Mais en France, je remarque souvent qu'on met de la distance. Moi, j'étais toujours souvent mal vue parce que je faisais des câlins à mes élèves ou j'étais un peu l'enseignante qu'on appelait cool en France parce que j'organisais un anniversaire avec des petites surprises pour eux. Et en fait, je me sentais pas bien par rapport à ça dans le système français parce que j'avais toujours l'impression d'être un peu à part. On trouve toujours des enseignants qui sont un petit peu comme nous, mais en plus, moi, j'étais souvent dans des équipes un petit peu... vieillissante, donc c'est sûr que le rapport au métier puis le rapport aux enfants n'est pas le même, alors que moi j'étais jeune enseignante, j'avais 22 ans. C'est pas un cliché en fait, on est vraiment strict. Par exemple, là je le vois moi dans la présentation des cahiers en France, c'est t'écris la date, tu soulignes en rouge, ensuite tu sautes une ligne, t'écris ta dictée, tu soulignes en noir. Ici, moi je le vois, mes élèves, je leur dis allez prenez votre cahier Canada et puis c'est parti. C'est sûr qu'il faut quand même un minimum de structure. Moi aussi je leur dis d'écrire la date et tout, un titre, mais la couleur de stylo, peu importe, là c'est peut-être un peu moins à la lettre, là, ce qu'il faut suivre. Je comprends ce que tu veux dire. Tu l'as comme dit par toi-même, mais j'allais te poser la question ensuite. Est-ce que le fait que toi, tes élèves te tutoyaient puis que t'étais plus cool, c'est comme un peu ma vie, ils étaient pas toutes comme ça, là, tes collègues, vraiment pas. La plupart, est-ce qu'ils se faisaient appeler maîtresse et vous voyez et tout? J'ai l'impression qu'au Québec, l'enseignement puis la pédagogie, elle est assez uniforme. Il y a pas, nous en France, on a quand même 2 écoles. On a l'enseignement traditionnel avec les anciens professeurs qui ont été formés un peu plus longtemps que nous et qui du coup, non plus dans une pédagogie traditionnelle
traditionnel, on met les élèves en randonnion, on lève la main, on dit maître, maîtresse, on vous voit. Et puis il y a la nouvelle école un petit peu des enseignants jeunes qui sont arrivés, c'est ça, il y a 4-5 ans. Et ça commence à changer tranquillement. Certains enseignants essayent de faire de la classe flexible, on utilise des pédagogies freinées, on essaye, en tout cas, les enseignants qui ont à peu près mon âge, j'ai l'impression qu'ils me ressemblent plus que ceux qui sont plus âgés puis qui n'ont pas eu les mêmes directives, les mêmes enseignements. Quelles autres différences t'as remarquées principalement entre ce que tu as vécu en enseignant en France puis ici? C'est une grosse question, là, mais vas-y, en général, ce qui t'a marqué le plus, disons. C'est vrai que moi, déjà, première chose, c'était vraiment le bien-être qu'on accordait aux enfants ici. En France, ça se fait pas du tout, mais ici, donc il y a des collations 2 fois par jour. En tout cas, moi, dans mon école, il y a la collation du matin puis la collation de l'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui, en France, n'existe pas du tout. Et puis, pendant ces temps de collation, quand mes élèves m'ont demandé, en fait, la première fois de mettre un Just Dance. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc, j'ai été demander à mes collègues, j'ai dit, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être exceptionnel? Et en fait, mes collègues m'ont dit, non. C'est propre à chaque enseignante, mais ce serait pas mal vu nécessairement. Voilà, enfin, on m'a dit vraiment, si tu as envie de les faire bouger, parce que tu sens qu'ils sont un petit peu agités, ça peut être vraiment une activité cool. Puis quand je suis arrivée dans l'école, là où je suis, où j'enseigne en CM1, on m'a dit, tu sais, pour faire un lien avec tes élèves, tu devrais aller, on avait encore le droit d'aller dans un parc à ce moment-là, tu devrais aller organiser un grand jeu dans un parc. Et je dis, mais en temps d'enseignement, alors que je viens d'arriver là dans l'école. Mais ils m'ont dit, ici, la chose la plus importante, c'est le lien que tu dois avoir avec tes élèves. Exact, ça va porter fruit pour plus tard, c'est pas du temps perdu de faire ça. Et c'est vrai qu'en France, on fonctionne hyper différemment, comme on dit toujours, il y a une phrase qui m'a toujours fait rire, c'est on est ici à l'école pour apprendre, t'es pas là pour m'aimer, t'es là pour apprendre. Et c'est vrai qu'au Québec, il y a quand même cette haute dimension de, tu vas peut-être bien apprendre si quand même dans la classe, on s'entend tous bien et qu'on est comme une famille, on est solidaires. Ouais, exact. Et en fait, j'adore l'ambiance de classe que j'ai. Alors après, je suis dans une école un petit peu particulière qui mise justement sur les valeurs de l'altruisme, de l'empathie. Donc, ils baignent dans ce bain depuis qu'ils sont en préscolaire. Donc, en fait, c'est même le bien-être des élèves, de l'enseignant, des collègues qui t'accueillent, les petites surprises dans ton pigeonnier. Donc, l'ambiance en général, tu la trouves plus agréable, dans le sens le lien avec tes collègues. Est-ce que vous vous entraidez plus au niveau de la planification des activités? Est-ce qu'en France, c'était plus chacun de son côté, chacun dans sa classe, c'est plus froid ou vous partagez quand même? Ça dépend en fait vraiment des équipes dans lesquelles tu tombes, parce que l'année dernière, j'ai eu la chance d'être dans une super équipe où tout de suite j'ai créé du lien avec certains enseignants de mon niveau et on a travaillé ensemble toute l'année. Mais ça dépend vraiment. Souvent, c'est vrai qu'il y a des écoles. J'étais dans un milieu assez défavorisé l'année dernière, ce qu'on appelle en France éducation prioritaire. Bon, là, moi, par exemple, j'étais dans une classe où j'avais que 12 élèves parce que ma priorité, c'était qu'à la fin de leur 2e année, ils sachent lire, écrire, compter. Ça fonctionne pas comme ça ici, ça c'est intéressant de le constater. C'est sûr qu'il y a des milieux plus défavorisés que d'autres, mais on a comme une échelle, là, je pense, de 1 jusqu'à 10. Chaque école a une cote, un nombre selon être très favorisé ou très défavorisé. Honnêtement, je saurais pas dire qu'est-ce que ça change concrètement. Probablement au niveau des budgets gouvernementaux, les écoles plus défavorisées ont peut-être plus d'aide, de soutien. Mais c'est pas comme ce que tu viens de mentionner, qu'on va avoir moins d'élèves tant que ça dans une classe. Là. 12, c'est très peu quand même. C'est une réforme là, qui a été mise en place, qui est assez récente en fait. Moi, je venais justement puis ils pensent déjà à l'enlever parce qu'en fait ça coûte cher à l'État, mais pour le coup c'était vraiment super. Donc bon, on était vraiment une équipe soudée parce que les élèves ont besoin qu'on soit une équipe soudée. Dans certains quartiers, par exemple là où je travaille actuellement à Outremont, un quartier plutôt favorisé dans Montréal, on pourrait s'attendre à ce que, par exemple en France, dans ce même type de quartier, les enseignants travaillent vraiment chacun dans leur classe parce qu'il n'y a pas d'élèves qui posent de gros soucis de comportement, on n'a pas besoin de serrer les coudes. Donc oui, je trouve qu'il y a quand même une belle ambiance avec du partage, mais ça existe aussi en France, bien sûr que oui. Puis inversement, ça existe aussi au Québec. Là, j'ai quand même fait plusieurs écoles en remplacement et tout depuis mes débuts. Puis c'est sûr qu'en général, l'ambiance est bonne, agréable, puis les profs partagent, mais ça existe des écoles où c'est un petit peu moins comme ça, même au Québec. Là, je pense que l'ambiance d'une école, c'est très différent d'un endroit à l'autre. La prochaine question, en fait, on en a déjà un peu parlé, mais c'est au niveau du bien-être des élèves, harcèlement, intimidation. Est-ce que tu as constaté une différence par rapport à ça? Tantôt, tu parlais de bien-être, mais donc, est-ce que tu as l'impression que c'est moins présent ici? Je pense que ça existe aussi. Je pense que c'est une problématique qui existe partout. Après, je trouve que, par exemple, moi, j'ai eu des soucis, peut-être pas d'intimidation, mais il y a beaucoup de chicanes entre filles qui peuvent s'apparenter, en tout cas dans une classe de 4e année, à de l'intimidation.
Et j'ai tout de suite été voir les 2 psychologues de l'école, on en a discuté, puis elles ont été prises en charge tout de suite les 2. Donc en fait, je trouve qu'il y a quand même une prise en charge rapide au niveau du bien-être des élèves, chose qui en France, très honnêtement, il y a une école où je suis tombée sur une super psychologue, mais parce qu'elle ne comptait pas ses heures en fait. Elle avait 6 écoles à sa charge. Dans notre école, peut-être un jour et demi, semaine, elle était vraiment magique et donc en fait, elle a pu prendre en charge certains élèves qui avaient vraiment, vraiment besoin. Mais je pense que c'est la seule année où vraiment j'ai pu avoir un soutien psychologique pour mes élèves. C'est un autre aspect qui ressemble parce que les psychologues scolaires, c'est une denrée rare, si je peux dire ça comme ça, ici au Québec aussi. Là. Moi, il y en a une à mon école, mais elle est là seulement une journée parce qu'elle fait plein d'autres écoles aussi. Et c'est assez compliqué de la voir. Là. Je pense que ça, c'est assez généralisé, mais j'ai l'impression qu'au moins, on a bien d'autres ressources. Il n'y a pas seulement les psychologues qui peuvent aider nos élèves, il y a beaucoup de TES dans les écoles, psychoéducatrices. Les directions aussi sont derrière nous quand il y a un problème. Plusieurs personnes, pas juste les psychologues qui peuvent aider. Ça faisait partie des éléments qui m'ont marqué aussi parce que c'est vrai que, comme moi je viens d'éducation prioritaire l'année dernière, j'ai vu quand même la différence entre les moyens qu'il y a ici et les moyens que nous on a en France. Moi je sais que j'ai bataillé comme pas possible pour que certains de mes élèves soient vus par ce que vous appelez ici orthopédagogue. Nous en France on appelle ça maître. C'était des élèves qui savaient ni lire ni compter, ni rien du tout en fait arrivé en 2e année et j'ai dû forcer limite la maître E en fait à prendre mon élève, alors qu'ici c'est vrai qu'il y a quand même en effet certains spécialistes, enfin personnes spécialisées en tout cas sont pas disponibles toute la semaine, mais déjà j'ai vu qu'il y avait des orthophonistes dans une école, je trouve ça incroyable parce qu'en France l'orthophonie c'est vraiment dans le privé, ça fait pas du tout partie de l'école. C'est rare je pense par contre, j'ai souvent entendu dire aussi qu'il fallait aller au privé pour que ça soit plus rapide et tout, fait que je pense que c'est vraiment pas dans chaque école. Après moi j'ai d'autres copines ici qui sont françaises, qui sont dans des milieux peut-être un peu plus défavorisés que moi, mais qui constatent quand même la même chose. Il y a quand même vraiment, on trouve toujours en effet quelqu'un pour s'occuper d'un élève qui a un souci de comportement. Là, j'avais par exemple une élève qui faisait une crise d'angoisse. C'est vrai que la TES est venue de suite pour m'aider et en France, ça n'existerait pas. Je serais seule avec mes élèves et parfois on se retrouve un peu comme débordés. Je pense que c'est pas parfait puis qu'on est quand même en situation de pénurie en ce moment. Ça dépend beaucoup d'un milieu à l'autre, d'une école à l'autre. Parfois, on manque de services puis on n'aura pas l'aide tout de suite du premier coup quand on la demande. Mais je pense qu'en général, c'est rare que tu te retrouves tout seul pris avec un problème. Il va toujours y avoir quelqu'un pour t'écouter. Je ressens ça moi aussi là, dans notre milieu. Ouais. Je trouve ça vraiment positif. Puis même là, c'est vrai que si je cite toutes les personnes qu'il y a dans mon école, il y a les TES, donc qui sont, je l'explique un petit peu, c'est des éducateurs qui vont aider les élèves qui ont certains troubles ou des élèves qui peuvent poser problème dans ta classe. Les lettres, en fait, ça veut dire technicien ou technicienne en éducation spécialisée. Juste pour préciser pour ceux qui savent pas. Alors, je l'ai toujours dit, c'est que nous, on a des éducateurs en France, mais qui sont pas du tout dans le milieu scolaire. Et j'ai toujours dit, il faudrait que dans chaque école, il y ait un éducateur pour... moi, j'étais toujours dans les milieux défavorisés surtout, mais au final, dans chaque école, ça serait tellement bénéfique d'avoir quelqu'un... Tu constates que le métier de TES ici au Québec, il n'y a rien de vraiment semblable. En fait, vous n'avez pas ça dans vos écoles en France? Non, alors ça, pour le coup, c'est ça. En fait, par exemple, si je devais dire les équivalences, il y a les orthopédagogues, ça représente les maîtres E. Alors, en fait, il y avait avant un petit peu des sortes de TES. Ça s'appelle maître G en France, mais c'est en grande disparition. Allez, en 4 ans d'enseignement, j'en ai jamais vu. Le Pokémon rare. Ok. La personne n'avait pas du tout le même rôle. Elle prenait les gens à son bureau pour travailler sur des comportements, mais elle n'intervient pas en cas de situation de crise. Ou... Pour des élèves qui ont des troubles, par exemple, troubles qui sont reconnus par l'État, handicap ou troubles comme troubles de l'autisme. TSA par exemple, TSA, voilà. On peut bénéficier, pas tout le temps, mais on peut avoir des heures d'une personne qui s'appelle AESH qui vont aider dans les classes. Donc en fait, qui s'occupe pendant un certain laps de temps de ton élève. On a des équivalents sans en avoir en fait. Ok, je comprends. Et je pense pour préciser un peu aussi pour les gens qui écoutent, qui comprennent peut-être pas bien la différence, je pense que l'avantage des TES qui viennent dans nos classes, c'est que c'est pas toujours forcément pour aider un seul élève qui a un diagnostic particulier. Oui, ça peut être ça parfois, là. Souvent, le technicien, la technicienne peut se promener dans la classe puis aider un peu tous les élèves qui ont besoin d'aide. C'est vraiment chouette, mais je pense que ça dépend des écoles. Des fois, t'as pas accès à beaucoup de services puis t'as pas beaucoup d'heures par semaine où le TES est là, mais au moins, c'est présent. Là. Ah, mais je savais pas qu'il y avait cette différence-là. C'est quand même positif pour nous ici, d'avoir une aide supplémentaire comme ça. Je trouve que voilà, de manière générale, il y a quand même plus de moyens dans les écoles. Après,
Après, en effet, moi, je suis chanceuse, je pense, mais de ce que j'entends même de mes collègues qui peuvent travailler à Verdun ou qui travaillent dans d'autres milieux peut-être un peu moins chic, hein, on va le dire que... Ouais. Bon. Un peu plus de service que ce que vous avez connu en France avant. OK. Sinon, au niveau des apprentissages, on n'a pas parlé beaucoup des différences à ce niveau-là. Est-ce que tu as l'impression que le niveau est plus ou moins avancé au Québec ou en France? Je sais qu'en France, la maternelle commence plus tôt, puis les enfants, dès tout petits, ils vont déjà à l'école. Est-ce que tu as l'impression que ça fait une différence? Est-ce que tu trouves que le niveau est plus élevé, moins élevé? Bref, je te laisse me dire ce que tu en penses. En fait, je trouve que le niveau est plus ou moins le même, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu rire ta question par rapport au préscolaire, enfin à la maternelle. Ouais. Je pense que vous avez aussi une équivalence dans les garderies où ils sont quand même... Ouais. Place, et au final ils manipulent, ils travaillent, ils font des ateliers, des choses qu'on peut faire nous dans ce qu'on appelle la petite section quand ils ont 3 ans. C'est juste qu'on n'appelle pas ça l'école en fait, ils vont dans des garderies, dans des CPE, mais ça veut pas dire qu'ils font rien puis qu'ils apprennent rien, c'est juste que ça fait pas partie de l'école, mais c'est sensiblement la même chose. C'est un apprentissage par, par découverte. Enfin moi j'ai des amis en France qui sont en maternelle et je vois ce qu'elles font et en effet ça rejoint un petit peu ce qui est fait en garderie. C'est juste que oui en effet ils sont pas là avec un cahier en train d'écrire quoi. Mais je vois pas de différence majeure. Après, je pense qu'il y a quand même une balance. J'ai l'impression qu'au Québec, on va un petit peu plus loin en maths et qu'en France, on va un petit peu plus loin en français. Je trouve que ici, j'ai vu que par exemple, en 3e année, on commence tout juste la grammaire avec le sujet, repérer le sujet. Nous, on commence en 2e année. Après, ça veut pas dire qu'en fait, ils apprennent plus vite parce que parfois, en 2e année, ils n'ont pas encore la maturité pour savoir le sujet du verbe. Des fois, on peut commencer à apprendre quelque chose très tôt puis ça rentre pas plus dans la tête parce qu'on n'est pas mature, on n'est pas rendu là. Moi, c'est vrai que j'ai quand même une très bonne classe avec une bonne tête de classe, donc j'ai l'impression qu'ils sont vraiment super doués en maths. Mais pour avoir fait des remplacements en 6e année et en 5e année, j'ai quand même l'impression qu'en maths, en tout cas sur le programme québécois, vous allez plus loin. J'ai fait un remplacement en 5e année, puis ils étaient en train de travailler les puissances. Vous appelez pas ça comme ça, mais... Non, mais oui, je comprends ce que tu dis. Les exposants? Oui, voilà, les exposants. Ce qu'on appelle nous puissance en France, et puis moi c'est quelque chose que j'ai fait 5e année de ce que vous appelez secondaire, au collège. Ça c'est une différence aussi. Nous la 6e c'est la première année du secondaire, du collège. C'est sûr que ça c'est très différent au niveau de comment on appelle les années et tout là, mais on n'est pas obligé de tout dire ça. Je peux insérer une image où ils peuvent aller voir sur Google les gens qui comprennent pas de quoi on parle. Parce qu'il y a peut-être en fait juste 2-3 éléments du programme qui peut-être changent vraiment. Donc de manière générale, c'est pas flagrant la différence là, de niveau. Oui, c'est vraiment la même chose en fait. Ah oui, un autre sujet que je trouve intéressant, comment les enseignants sont perçus dans la société. Est-ce que ça t'as remarqué une différence par rapport à ça? Est-ce qu'en France, je sais pas du tout, là, j'ai jamais enseigné en France, mais est-ce que c'est un métier qui est bien vu ou est-ce que la société en général, les parents ont tendance à un peu dénigrer les enseignants ou ils trouvent que c'est un métier respectable? Bon, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ce que tu as vu au Québec aussi? Moi, j'avais pas besoin de venir au Québec pour savoir qu'en France, les enseignants sont quand même assez mal vus. En général, on est quand même considérés comme des gens feignants. Enfin, en tout cas, c'est ce qui en ressort, parce que nous, déjà, en fait, en France, on a 24 heures en présentiel avec les élèves, en tout cas les élèves. Après, on a beaucoup de réunions qui sont comptées en fait dans les 108 heures annuelles de réunions, de formation, donc des choses en fait que les parents ou en tout cas les gens ne voient pas ou ne savent pas. Donc pour eux, comme on a les mercredis après-midi de libre et qu'on finit à 16 heures, et qu'en fait il y a des vacances, en France il y a quand même vraiment beaucoup plus de vacances qu'ici. On a des vacances à peu près toutes les 6-7 semaines. Après, les enfants ne sont pas les mêmes non plus. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues. C'est-à-dire que moi, la fatigue que j'ai ici par rapport à la fatigue que j'ai en France, c'est pas du tout la même. En France, au bout d'une semaine, je suis à plat, on peut me marcher dessus parce que les enfants sont épuisants, turbulents, parfois violents. Il y a une violence des mots aussi qu'on peut dire, une charge mentale énorme. Alors, je le redis, je suis chanceuse. Moi. Ouais, parce que ce que tu décris là, je l'ai déjà vécu, certaines de mes collègues l'ont déjà vécu. Il y a des milieux difficiles et des enfants turbulents ici aussi, là, je te rassure. Mais rassure, c'est pas positif, mais... Comme il y a des moyens et puis des personnes qui peuvent quand même aider, peut-être que ça te soulage d'une charge mentale que moi j'avais en France où je me disais, là, je suis toute seule avec mes élèves qui sont dans un état pas possible. J'en ai 30. En France, on a des grosses classes aussi. Moi, j'ai déjà fait une 5e année à 30 avec 5 élèves perturbateurs. Oui, au bout de 6 semaines, t'es là, t'as envie de vacances, quoi. Clairement, t'as besoin d'un break. Et donc, oui, les enseignants sont quand même vus comme des personnes qui ont beaucoup de vacances, qui gagnent trop bien, alors qu'en vérité, en France, le salaire est quand même... on va pas se mentir, il
pas dingue. Hein. C'est peut-être difficile à comparer parce que l'équivalence de l'euro versus de l'or canadien, mais est-ce que tu as déjà fait l'exercice à peu près? Sans rentrer dans les détails, sans dire des montants, mais est-ce que tu trouves que c'est à peu près équivalent? Ça serait pas équivalent, moi j'ai l'impression de gagner mieux ici. Mais après, on fait plus d'heures aussi, donc c'est pas la même vie parce que je peux pas comparer parce que moi, par exemple, je vivais pas en plein centre-ville d'une grande ville. Ouais, c'est ça. Je vivais pas à Paris même. C'est sûr qu'à Paris même, avec le salaire que j'avais, j'aurais pas eu la vie que j'ai ici en fait à Montréal. Ici, je suis quand même bien. Puis je pense que si tu sors un petit peu, tu vois, voilà, tu travailles pas forcément sur Montréal. Je pense que avec ton salaire d'enseignante, tu peux prétendre à une vie un peu plus confortable. Après, tout dépend aussi de comment tu vis. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que en France, j'ai l'impression que les enseignants sont mal perçus. Puis c'est de pire en pire. En fait, le gouvernement qu'on a depuis 4 ans déjà en France parle très mal des enseignants à la télé. Ah, ok. Et forcément, ça fait effet boule de neige en fait. Quand t'es pas reconnu par ton propre gouvernement, enfin moi, on m'a toujours dit t'es enseignante, bah trop bien, tu dois avoir plein de vacances. Enfin, c'est sûr qui revient. Moi, ça c'est une question, c'est un commentaire. Mais je pense que c'est un classique là. Il y a des gens ici aussi qui sont comme ça et qui pensent ça. Je pense pas que l'enseignement c'est le métier le mieux vu là dans la société. Ce que tu nommes, ça se vit ici aussi. C'est peut-être un peu moins pire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas notre réalité puis qui ont juste l'impression qu'on a plein de vacances, que c'est relax et tout. Là, ça, je pense que c'est un classique. Ça doit être comme ça dans bien des pays. Là. Alors que c'est drôle parce que pour le coup, il y a quand même vraiment moins de vacances, donc ça veut dire que toujours. Moi, quand on m'a dit oui, les enseignants ici, les Québécois trouvent aussi qu'ils ont plein de vacances. Comme ça. Mais c'est parce que honnêtement, c'est énorme comparé à bien des métiers. Je pense qu'en France, en général, vous avez plus de vacances, même dans les autres domaines. Déjà d'avoir presque 2 mois pendant l'été, ça semble énorme pour les gens qui ont 2 semaines dans toute l'année. Là. Donc, je les comprends, en guillemets, de penser ça. Souvent, ce que les gens savent pas, c'est que c'est pas des vacances payées. Là. On se les paye nous-mêmes parce qu'on se fait retirer de l'argent de nos payes, alors que dans d'autres métiers, ils ont peut-être juste 2 ou 3 semaines, mais de vacances payées. Je dis pas ça pour me plaindre. Je sais que c'est quand même un gros avantage d'avoir l'été de vacances. C'est ça. Les gens parlent à travers leur chapeau sans connaître vraiment les faits et la réalité, mais déjà juste d'avoir l'été presque en entier de vacances, même si on en a moins au final dans toute l'année qu'en France, c'est vu comme étant énorme là, pour les Québécois parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a droit à ça. Je vais le rappeler quand même pour les personnes qui sont en France. Ici, c'est vrai que la norme, c'est plutôt en effet d'avoir 2 semaines de vacances en entreprise. C'est ce que mon conjoint va avoir ici. Mais c'est le minimum, je dirais, par contre, 2 semaines. C'est comme le minimum qu'on a droit en commençant dans une entreprise. Souvent, après quelques années, ça va être 3-4 semaines. C'est rare que pendant toute ta vie, t'as que 2 semaines de vacances. C'est quand même très peu, je trouve. C'est vrai qu'en France, ça dépend vraiment de ta branche, de ton secteur. Dernière question, je pense, parce que mon Dieu, ça fait très longtemps qu'on parle déjà. C'est peut-être un sujet un peu complexe, on n'est pas obligé d'aller en profondeur, mais par rapport aux études pour devenir enseignante, je pense qu'au début, tu as effleuré un peu le fait que tu as dû passer un concours en France. Pour ce qui est des différences par rapport aux études, est-ce que tu connais un peu les équivalences? Toi, qu'est-ce que tu as eu à faire pour venir enseigner ici? Est-ce que c'était simple? Les études que tu avais faites en France, ça convenait pour enseigner ici? Je veux juste ajouter une toute petite chose par rapport à notre sujet juste d'avant. Comment sont perçus les enseignants ici? Moi j'ai quand même l'impression que les parents, en tout cas que j'ai là dans ma classe, ils sont hyper reconnaissants. Alors après c'est peut-être parce que j'arrive en contexte Covid, que aussi ça fait 2 ans que ma cohorte a jamais eu une enseignante sur toute l'année. Oh wow, ok. Je me dis waouh, toute cette reconnaissance, je reçois des courriels, mais je suis comme waouh, mais c'est magnifique ce qu'on m'écrit. Ouais, c'est à cause du contexte parce que c'est pas comme ça dans tous les milieux. C'est beau de voir ça par contre. Donc bon, on va fermer cette petite parenthèse aux études. Aux études, exact, vas-y. Donc pour les études, je vais parler en termes français parce que c'est pas la même chose au Québec, je sais. Donc en fait, moi j'ai fait 5 ans après mon bac, mais je sais qu'ici baccalauréat c'est pas la même chose, mais après après ton bac en France. À 18 ans, après mon bac en France, donc qui est la fin du lycée, j'ai fait 5 ans d'études. Donc j'ai fait 3 ans de licence en sciences de l'éducation pour apprendre à être enseignante, et après j'ai fait 2 ans de master, donc de maîtrise en fait. Au milieu de ces 2 ans, en fait, on passe un concours à l'écrit et à l'oral, et puis si on le réussit, on est sélectionné, puis on peut commencer à être enseignant. Okay. Ensuite, la 2e année de maîtrise, c'est comme en alternance stage plus maîtrise, et tu dois valider un stage aussi où tu as ta classe en fait. Je sais qu'ici c'est différent parce que les stagiaires ne sont pas forcément en poste. Moi, j'avais vraiment mon poste. Et par rapport à comment j'ai fait pour venir ici, déjà, il y avait comme une pénurie d'enseignants. Donc, en effet. On nous a recrutés par rapport à ça. OK, donc,
Toi, est-ce que tu savais déjà qu'il y avait une pénurie ici au Québec puis ça t'intéressait depuis un moment ou c'est parce que quelqu'un est venu t'en parler à ton école ou comment t'as su en fait? Moi, j'ai toujours rêvé de venir enseigner au Canada et puis pour le coup, c'est une copine en effet qui m'a dit « Oh Alexia, il y a les journées Québec, ils recrutent des enseignants français, il faut que tu t'inscrives, si ça se trouve, tu auras ta chance. » Puis en fait, j'ai vu l'annonce, hop, je me suis inscrite. Ce jour-là, je venais de sortir en plus d'une opération, mais j'étais tellement motivée. J'étais complètement KO à moitié comme ça encore sous anesthésie. Et je me suis inscrite, mais j'avais tellement envie, je me suis dit, ouais, c'est la chance. Ouais, tu voulais pas passer à côté de l'occasion. Hein. Et au final, j'ai passé dans des entretiens, et c'est pendant les entretiens qu'ils m'ont dit, en fait, quand on a sélectionné votre profil, voilà, on vous voulait parce que on est en pénurie. Et j'avais passé les entretiens avec 3 commissions scolaires de Montréal. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait une grosse pénurie d'enseignants et qu'ils avaient besoin, en fait. Après, au niveau de l'équivalence, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que moi, ma licence que j'ai faite en France, qui est pourtant spécialisée en éducation, n'existe pas du tout dans les équivalences québécoises. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'envoyer nos documents pour avoir le permis probatoire d'enseigner. Et c'est donc le ministère de l'Éducation québécoise qui décide si on peut l'avoir, ce document, ce permis probatoire. Et en fait, moi, je ne peux pas l'avoir puisque j'ai une licence qui ne correspond pas aux équivalences du Québec. Je suis quand même considérée comme, pas formée, alors que clairement, je le suis. Mais clairement, tu es bien plus formée que bien d'autres gens, mais c'est plate ça, que ça soit comme ça. En fait, moi, je dois repasser plusieurs choses. Là, si vraiment je veux être dans le système québécois, à fond les ballons, on va dire, il faut que je passe de moi-même et en payant de moi-même des cours à l'université. Et puis, je suis pas résidente québécoise, donc ça coûte extrêmement cher. Super cher, ouais. Je dois passer 5 cours, donc ce qui me prendrait presque 1 an et demi pour me former en didactique des maths, du français, enfin chose que j'ai déjà faite. Que t'as déjà faite. C'est nul. Donc voilà, ça c'est ce que je dois faire. Et en fait, pendant ce temps-là, moi j'ai comme une tolérance d'engagement, c'est-à-dire que le Québec me tolère en tant qu'enseignante. Pendant combien de temps? Comment ça fonctionne en fait? T'as été choisie pour X nombre de temps, ouais? En fait, c'est 2 ans et puis après c'est renouvelable, c'est-à-dire que là je suis partie pour 2 ans et puis si jamais c'est renouvelable jusqu'à 5 fois, je crois. Donc en fait, j'en ai pris presque 10 ans de tolérance d'engagement. Donc, si c'est encore la pénurie, puis qu'ils se disent on a besoin de toi, ils vont comme tout le temps renouveler, puis tu vas être correct comme ça. Oui, après, c'est juste que l'inconvénient pour moi, c'est que je peux pas être dans une école fixe, en fait. Ouais, tu peux pas obtenir ton poste parce qu'ils peuvent pas être garantis que tu vas rester longtemps, ouais. J'ai quand même un statut un peu précaire dans le sens où à chaque fois, je tombe dans le bassin des recrues et le bassin des recrues, c'est un petit peu les restes qui restent, quoi. Je perds en stabilité puisqu'en France, j'avais quand même mon statut de titulaire avec une école fixe. Et puis j'ai tout quitté pour venir ici, mais après c'était mon choix aussi. Donc je comprends. Mais ça c'est intéressant en fait. Toi, est-ce que tu avais eu ton poste fixe en France tout de suite après tes études? Est-ce que c'est simple d'avoir une classe en France? Parce que nous ici, t'as parlé du bassin là, des recrues que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir un poste. Bon, ça dépend des régions là, où c'est plus en pénurie, ça peut aller plus rapidement, mais dans d'autres régions, ça va plus lentement, là, que tu peux être 3, 4, 5 ans à faire des remplacements et tout avant d'avoir quelque chose de stable. Est-ce que ça ressemble à ça en France aussi? Ou... Je pense que c'est vraiment la même chose. Moi, j'ai obtenu mon poste juste avant de partir au Québec, en fait. Ma 4e année, en fait. Parce que la première année, c'est une année un peu privilège où tu peux choisir un petit peu l'endroit où tu vas être, puis ton niveau de classe. Et après, t'es comme lâché dans le grand... nous, c'est pas le bassin, ça s'appelle le mouvement. Et en gros, quand tu débutes, ça fonctionne un peu comme au marché. T'as des écoles qui valent un certain nombre de points. Puis toi, t'as 0,03 points. Et les écoles, en général, valent 6 points, 7 points. Donc, t'as presque aucune chance. Donc, c'est vrai que les premières années, il y a beaucoup de personnes qui sont ce qu'on appelle brigade. En fait, c'est des enseignants remplaçants ou partageants. Donc, nous, on appelle ça titulaire secteur. Quand tu es partageante, tu gagnes des points en plus. Donc, en tout cas, sur Paris, c'est comme ça. Parce que c'est pas comme ça partout uniformément en France. Pas savoir pourquoi. Et du coup, j'ai accumulé, en fait, j'ai stocké mes petits points. Je comprends. Un petit stock. Jusqu'à temps que tu puisses avoir un... Et au bout de 4 ans, j'ai pu me prendre ma petite école. Mais c'était une école, c'est éducation prioritaire. Je pouvais pas avoir la super école en plein milieu de Paris. Avec des moyens. On met du temps, on sort pas de l'école ou de sa formation en étant hop, ça y est, t'as ton poste, tout va bien. Oui, comme tu dis, ça dépend aussi. C'est vrai que moi sur Paris, les places sont chères. Nous, on n'appelle pas ça commission scolaire, mais c'est des académies. Dans certaines académies, moi j'ai des copines qui sont même directrices en sortant limite de leur formation. Wow, ok. Nous, la direction, c'est pas nos supérieurs hiérarchiques, c'est nos collègues. C'est vu comme des collègues, ok. Ouais. Donc, est-ce qu'ils continuent d'enseigner en même temps ou ils ont juste un rôle de direction? Ils enseignent en même temps?
Ouais, ils sont à 50-50 directeurs et enseignants. Ça, c'est particulier. J'en avais entendu parler aussi, mais on dirait que j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner parce que nous, dans une école, le rôle du directeur ou de la directrice, mon Dieu, ils font des heures de fou, ils travaillent jusqu'à tard le soir et tout, puis ils enseignent pas, ils font que ça, ils arrêtent jamais. On dirait qu'ils pourraient faire 80 heures par semaine juste à gérer une école. Donc, on dirait que je me dis, mais comment ça fonctionne s'ils enseignent en même temps? C'est vrai qu'ici, j'étais même choquée en fait de voir qu'il y avait un directeur ou une directrice adjointe dans certaines écoles. Une secrétaire aussi, chose qu'on n'a pas du tout non plus. Donc, non, mon Dieu! Nous, non, vraiment, les directeurs, ils font tout eux-mêmes. Alors, ils font des heures de fou aussi, hein, vraiment, c'est des heures pas possibles. Ils font tout eux-mêmes. Après, en général, nous, on n'a pas des écoles où il y a 800 élèves, quoi. À Paris, on considère que 300, c'est une grosse école. Donc, c'est sûr que dans les petites campagnes, il y a une classe, en fait. C'est juste une classe ici avec tous les âges. Donc, en fait, il n'y a pas de secrétaire. Ça aussi, c'est quand même étonnant. Tout ce qui est plus administratif, on se base beaucoup sur la secrétaire ou le secrétariat pour envoyer les présences, les parents qui ont des demandes, quoi que ce soit, c'est au secrétariat qui s'adresse, c'est pas à nous directement. Donc ça, cet aspect-là, est-ce que tu fais plus comme d'administration dans une école en France qui gère comme toutes ces choses-là qui sont gérées ici par la secrétaire? Je pense que vraiment, en fait, oui. Je pense que je m'en rendais pas compte, mais en France, c'est plutôt moi qui gérais beaucoup de choses. Déjà, nous, les absences, on a le cahier des absences. C'est nous qui remplissons tous les matins, qui faisons les calculs de pourcentage, savoir combien il y a eu d'absents, de retard, etc. On fait tout nous-mêmes. C'est bien ce que tu me dis, parce que je me disais, j'ai quand même l'impression d'avoir une charge mentale un peu moins de charge mentale, alors qu'en France, je suis comme en train d'exploser. Mais c'est toutes ces choses-là que tu t'en rendais pas compte là-bas, mais qu'en fait ici c'est fait par d'autres personnes. La secrétaire qui aide beaucoup à faire rouler l'école, le directeur ou la directrice aussi, alors que vous c'est différent, ces rôles-là, c'est comme vous qui les assumez en tant qu'enseignant. C'est fou quand même, ça c'est une grosse différence. C'est sûr qu'on passe peut-être en fait beaucoup d'heures sans forcément s'en rendre compte à faire le travail parfois d'une secrétaire. On a vraiment beaucoup parlé, mais je pense que c'est intéressant. Là, ça a répondu à beaucoup de questionnements que j'avais. Merci de ton temps. Je sais pas si toi, tu as autre chose à ajouter ou une question ou quoi que ce soit avant qu'on se quitte. Mais non, moi, je vais rien rajouter de plus parce que tu sais, je suis une grande bavarde, donc après, ça peut Ok, c'est bon. C'était chouette, merci beaucoup. Oui, c'était vraiment intéressant. Bye, bonne fin de journée. C'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Alexia, évidemment. Merci à vous qui avez regardé jusqu'à la fin, possiblement. Si vous avez d'autres questions pour nous, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si je connais la réponse, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ben c'est ça. Merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!